C'était comment qu'on faisait le test déjà? Toi, tu faisais 1, 2, 1, 2. Moi, j'avais pris le micro. Allô? Merci d'être de retour avec nous. Vous écoutez le podcast Espace Liminal où on vous parle de changement de vie, de bouleversement, de transformation. C'est moi, Caroline et Isabelle. Nous voici au 3e épisode et on entre finalement dans l'espace liminal. On vous raconte comment nous avons vécu cette première phase qu'on appelle la désorientation. Imaginez, quittez ce que vous connaissez. La porte se ferme derrière vous et vous vous retrouvez plongé dans le noir, dans un long corridor sans voir d'issue. Vous vous retournez immédiatement pour rouvrir la porte, mais vous n'y arrivez pas. Vous pourriez aussi imaginer que vous êtes sur le bord d'un précipice, à regarder le gouffre, le néant juste là, devant vos pieds. Et là, vous tombez, et c'est la panique. Ou vous sautez avec joie dans le vide. Mais dans les deux cas, vous vous demandez quand même si vous avez un parachute. C'est ça l'entrée dans l'espace liminal. On perd nos repères, on plonge dans l'inconnu. Le fil est là, tout est là. Alors, on veut commencer par une publicité pour dire qu'Isabelle et moi sommes maintenant expertes en podcast. Alors, si vous avez besoin, nous sommes des techniciennes. Je viens de vivre un espace liminal parce qu'il y a des grands espaces puis il y en a des petits, mais les petits peuvent être vraiment chiants. On rit puis on fait des blagues parce qu'on est complètement découragés. On a eu plein de pépins techniques. C'est ça, on vous parler de ce petit espace liminal qui est le podcast et la réalisation du podcast, mais parlons de nos plus gros espaces liminaux. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui nous écoutent qui te connaissent moins ou pas du tout. Et on leur a mentionné dans les premiers épisodes que tu avais un cancer du sein. Est-ce que tu veux nous donner des nouvelles? D'abord, oui, je suis vivante. Mouche-toi. Prends ton temps. Pour l'instant, j'ai passé donc à travers les traitements, la chirurgie, la radiothérapie. J'ai eu le privilège de pouvoir me passer de chimiothérapie. Et là, je suis dans la phase de la médication qui va être pour les 5 prochaines années. Pour ce qui est du cancer, je soupçonnais peut-être un petit quelque chose. J'avais observé quelque chose sur ma peau, mais j'avais été rassurée par 2 médecins. Fait que je suis partie avec mon vélo toute seule, tu sais, à mon échographie en m'attendant à être rassurée. Mais j'ai tout de suite compris en voyant le visage de la radiologue, en la regardant regarder l'écran et que son visage se transforme, des micro-expressions, là, mais je le vois, qu'elle voit quelque chose. Mais donc, elle me confirme quand je lui pose la question puis qu'elle comprend que j'ai compris, elle me confirme que oui, elle voit que c'est un cancer puis qu'elle est convaincue, là, puis qu'il reste juste à déterminer c'est quel type, c'est quel stade et tout ça. Et en m'annonçant ça, je la sens mal à l'aise. Je sens, parce que c'est pas elle qui normalement donne cette nouvelle-là. Et là, je la rassure. Et en la rassurant, je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Je suis en choc. Mais c'est comment je me suis construite, de prendre soin d'abord de l'autre. Je m'observe faire ça, puis je me dis, c'est ça, t'es comme sorti un peu de ton corps. Oui. Un moment d'irréalité, là. Oui, complètement. Puis je m'observe, puis j'ai de la compassion pour moi qui est en train d'être en choc, puis que personne ne s'en occupe. Et là, je dois signer des papiers. Il y a comme toutes sortes d'étapes à faire, très, très fonctionnelles. Et là, je suis automate. Je suis comme un robot. Je signe les papiers. Et dans ma tête, c'est toujours, dans quelques minutes, je vais pouvoir m'effondrer. Mais là, il faut que je tienne le coup. Il faut que je signe les papiers. Il faut que je rassure. Il faut que je sourie aux gens qui m'appellent. Parce que là, tu sais, il y a toutes sortes de procédures. Je suis dans la salle d'attente. Puis on me dit, oui, la dame pour le cancer. Je suis comme, oui, c'est moi. En levant la main, je me dis, OK, c'est moi. Il faut que j'intègre. Tu sais, là, j'essaye d'intégrer, mais mon cerveau me dit, ça se peut pas. T'es en choc, là. Oui. Je sors dehors, il y a plein de monde. Puis là, tu dis, OK, tous ces gens-là là, que je vois ne savent pas que ma vie vient de basculer. Tout le monde a l'air normal. Moi, il faut que je m'effondre. Fait que là, je cherche un petit coin parce que c'est une rue passante. Et là, je me trouve un coin de rue.
tranquille. Et je m'effondre. Accroupie, je pleure. Puis là, je me dis, il faut que j'appelle quelqu'un. Puis là, en me relevant, je me rends compte que la fenêtre qui est là, c'est une fenêtre d'un resto. Et qu'il y a plein de gens qui viennent d'assister au spectacle. Et qui doivent se dire, pauvre dame, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je me dis, ben, coudonc, j'étais un peu humiliée, tu sais. Puis je me dis, bof, rendu là, je me fais bof. Tu sais, c'est comme si j'avais plus de pudeur. Mais non. Oui, c'est drôle, mais c'est pas drôle, là. Puis là, je me suis dit, il faut que j'appelle. Il faut que j'appelle quelqu'un, il faut que je le partage. Puis là, ben, je t'appelle. Oh. Je t'appelle, puis j'ai juste besoin de le nommer, puis de pleurer avec quelqu'un. Fait que dis-moi, comment... Je me souviens plus ce que je t'ai dit. Je prends l'appel, je suis joyeuse. Les filles, mes filles sont à la maison. Je t'entends la voix brisée, en train de pleurer. Puis tout de suite, j'ai peur. Puis là, tu me dis, Caro, je viens d'apprendre que j'ai un cancer du sein. Puis c'est le moment... Moi, c'est là que j'ai vécu le choc. Puis les réalismes, ça... Puis t'as pas de mots, hein? Non. Ah oui. Fait qu'il y avait à la fois, faut que j'agisse, il faut que je signe les papiers, il faut que je m'assure que je suis en sécurité. J'avais à la fois cette espèce d'instinct de faut que je fonctionne comme il faut, puis à la fois, il faut que je m'effondre, puis il faut que je le partage, puis il faut que je fasse de la place à l'émotion. Puis ensuite, mon réflexe était tout de suite, je dois voir mes garçons, puis leur apprendre, les prendre dans mes bras. Puis c'est dans le contexte où je venais de me séparer il y a quelques mois. Dieu. Fait que j'avais perdu ma famille, mon couple. Puis là, je venais de perdre la santé. Je ne savais pas si j'allais perdre la vie dans l'année qui allait suivre. Je ne savais pas encore. Il y avait plein de... C'est un diagnostic d'une maladie qui est grave, qui peut être mortelle, mais je ne savais pas du tout rien, là. Et donc, je me retrouve à la maison, je l'apprends à mes fils. Et un de mes fils aussi a cette réaction de dire, mais maman, ça se peut pas. T'es la personne qui a la meilleure hygiène de vie que je connaisse. C'est pas possible, le cancer pour toi. Puis il est fâché. Puis... On veut pas que... Notre cerveau veut pas que ça existe. On peut réagir de toutes sortes de façons. Parce qu'après qu'on se soit construit, puis que là, il y a un événement choc qui arrive, ben ça a un impact sur nous. Puis ça nous fait réagir nécessairement. Ça nous désoriente complètement. Fait qu'on vous fait une petite leçon de... Oui, merci Isabelle. Explique-nous, là, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Comme nous l'avons mentionné dans l'épisode précédent, nos expériences de vie façonnent en nous des apprentissages qui se généralisent et nous permettent de se construire un sens de soi et du monde suffisamment organisé et prévisible pour pouvoir se sécuriser, s'adapter et fonctionner. Cependant, lorsque nous rencontrons une expérience de vie qui ne correspond pas à ces schémas et lois internes, cela crée alors une erreur de prédiction, un décalage entre ce qui est attendu et ce qui est expérimenté. Cette désorientation ébranle nos certitudes, nos stratégies d'adaptation et notre équilibre. Cette dissonance nous désoriente complètement et menace notre congruence interne. Elle va même jusqu'à déstabiliser notre réseau neuronal qui devient alors vulnérable. Devant une telle menace, nous avons recours à 5 réponses réflexes défensives qu'on appelle en anglais les 5 F. Pour fight, combat, flight, fuite, freeze, paralysie, fawn, négociation, et le flop, l'effondrement. Dans certains cas, ce décalage peut même provoquer une certaine excitation, voire euphorie, car les lois internes qui restreignaient l'expression d'une partie de soi sont maintenant contredites par l'expérience vécue, ce qui crée alors de nouvelles possibilités, quoique tout aussi désorientantes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, toutes ces réactions peuvent être utiles. De plus, l'être humain a cette capacité de prendre conscience de sa réaction pour ensuite la moduler. Il peut apprendre à tolérer l'inconfort de cette désorientation transitoire
pour profiter de son pouvoir de changement. Car un cerveau vulnérable est un cerveau disponible à des reconnexions, des transformations. Nous voici maintenant en première phase de l'espace liminal. Quand moi, j'ai reçu la nouvelle que mon poste était coupé, on était 2 sur 5 dans l'équipe à avoir nos postes coupés. Et moi, j'ai jamais perdu un emploi. On a toujours essayé de me garder. C'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, erreur de prédiction, là. Oui. C'est le moment de choc. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Alors, tout de suite... Puis moi, je t'apprécie, je suis dévouée, je suis compétente. Ben, mon ego. Mais c'était même pas ça la plus grande préoccupation. C'était mon chum, mon conjoint, viennent de quitter son emploi à l'automne 2019. Là, on est en pandémie. On comptait sur mon salaire pour une sécurité. Mais là, moi, j'étais la cause, sans le vouloir, d'une précarité. Et ça, là, non, mon cerveau ne voulait pas. Là. J'ai été raisonnable toute ma vie. Je vous en ai parlé du avant. J'ai fait des bons choix pour la sécurité. Quand j'ai fermé la porte, je l'ai annoncé à Philippe, qui a été en choc un petit peu, mais pas tant. Puis sa réaction de comme « Hey, on va s'en sortir », lui-même était dans un espace liminal où il accueillait beaucoup le changement. Puis on est en pandémie, puis on peut plus rien prévoir, là, tu sais. On lutte pas pour avoir une sécurité, on va vivre dans une précarité qu'on le sait pas, puis on va se démerder. Oui, puis ça, c'est intéressant, parce que des fois, des gens, quand ils vivent déjà d'autres changements ou d'autres insécurités, sont comme saturés d'insécurité, puis deviennent rigides, puis plus capables, plus tolérants au changement, alors que d'autres, ça va faire ça. C'est comme si on est déjà en posture d'ouverture, de déstabilisation, puis on a déjà dû s'adapter au fait qu'on ne sait plus rien, qu'on est plus capable de s'ajuster à un nouveau. Fait que lui, c'était ça, sa posture, puis ça t'a aidé. Ben oui. Ce choc-là s'est transformé en opportunité. Là, je me dis, dans le fond, c'est peut-être ça. Je vais être disponible pour mes filles. Je vais avoir du temps pour respirer, pour me penser mes plaies un peu, là, tu sais, Oui, parce que tu n'aurais pas été capable de dire « Hey, c'est assez important en ce moment, mes malaises, pour que je prenne la décision de nous mettre en situation de précarité financière. » Ça aurait pas été raisonnable. Mais là, c'était comme « Hey, quelqu'un m'enlève ce poids-là. » Et c'est pas moi qui le choisis. Fait que il y avait comme un effet de soulagement. Puis de « ça me crée de l'espace pour d'autres choses plus importantes comme la maternité et éventuellement d'autres choses. » Mais c'est ça, c'est exactement ça. Je suis dans une espèce d'euphorie. Quel bonheur! Je me sens un peu comme sur un petit nuage. Tu sais, quand les choses sont irréelles, mais irréelles le fun. Là. Et puis là, je constate l'état de l'équipe. Puis là, j'ai de la peine pour mon équipe, j'ai de la peine pour mes étudiants, j'ai de la peine pour le milieu. Tu sais, je suis comme dans plusieurs émotions. Ouais. Et là, je me rends compte que toi, tu n'as pas envie de te battre pour rester. Tu n'as pas envie de te battre pour ton poste. Non. Parce que moi, quand j'apprends que vos postes sont coupés, puis que je comprends rapidement ça va être quoi la réalité pour le service, puis pour nous, moi, je décide, je vais tout faire pour elle, mais si ça ne fonctionne pas, je quitte. Fait que pour moi, c'était difficile d'accepter ça, mais de se le nommer, puis c'est ça qui est beau, c'est d'accepter qu'on ait des réactions complètement différentes et que c'est pas contre nous, contre l'autre. Mais raconte-nous-la après. Après l'euphorie de « wow, l'opportunité », c'est les questions par milliers. L'anxiété est arrivée plus, en étant dans cette désorientation-là, puis tantôt dans de l'euphorie, wow, puis tantôt dans de l'angoisse. C'est là où tu t'es mis à écrire. Mais des peurs qui viennent t'envahir. Oui. T'en as des sueurs froides. Et le champ des possibles, je pourrais être ça, je pourrais être ci, mais je me sens compétente dans rien, qu'est-ce que je peux être autre? C'est comme si je faisais finalement face à ce que je suis. J'ai réalisé, il faut que je comprenne ce que je suis, ce que je veux, ce que j'ai de besoin, parce qu'en ce moment, je suis même pas capable de répondre à cette simple question de « qu'est-ce que tu veux? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qui es-tu? Quelles sont tes forces? J'étais pas capable de répondre à ces simples questions-là. Tu savais juste que tu voulais être moins dans l'autre, mais c'est quoi être dans moi? Si ça fait tant d'années que je n'y suis plus,
la connexion, comment je la retrouve. Puis quand je vais la retrouver, qu'est-ce que je vais y trouver? C'était très flou. Donc là, je me suis dit, OK, ben j'ai pas le choix de m'arrêter, de penser mes plaies, puis de connecter avec moi. Puis, je me suis rendu compte que cette espèce de moment-là d'espace liminal, de vide, d'euphorie, L'incertitude, oui. On peut rester là longtemps. Oui. Il y a même des gens qui, que ce soit professionnellement, au niveau conjugal, au niveau personnel, qui aiment rester dans le champ des possibles et ne pas se mettre les pieds, ne pas se mouiller, parce que c'est risqué aussi, là. Ouais. Plus tard, on va voir c'est quoi les autres étapes. Mais il y a des gens qui aiment rester dans cette espèce de flou non engageant, où on peut rêver, on n'a rien à vérifier de... Mais tu sais, on vit rien, en fait. On vit juste dans l'imaginaire ou dans le possible ou dans le rêve. Et d'autres gens qui ne tolèrent pas les espaces liminaux et qui prennent des décisions très rapidement. Ils se séparent, on recommence tout de suite, on change de job, on recommence. Et c'est ça va dépendre beaucoup de notre personnalité, mais... puis parle-nous de l'impact aussi de tout ça sur ton entourage, parce que quand nous, on vit une désorientation, ben nos proches aussi. Oui, on me pose des questions. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Fait que les questions, c'est pas juste toi qui te les poses, c'est les autres aussi. Oui. Puis peuvent même être choqués de dire comment ça qu'elle se permet ça, elle. C'est pas ça la vie. Oui. La vie, ça devrait être... Tu te retrouves une job, là. Oui. Fait que ça les confronte eux-mêmes à leur système. Ben, complètement. À leur propre choix, à eux. Et donc, je sens les inquiétudes. Dans le regard des gens, la question, OK, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Mm-hmm. Puis moi-même, je me le dis, c'est comme des miroirs là, devant moi, de mes propres questions. Oui. Puis un doute sur, es-tu responsable? Là, oui. C'est quoi, là? Elle veut relaxer, là, elle. Puis c'est zéro relaxant, là. Moi, je suis dans de l'angoisse totale et de l'euphorie. Les deux. Je sais. Ce qui est dangereux dans l'espace liminal, c'est ça aussi, ce regard-là, ces questionnements-là de notre entourage. C'est parce que notre premier réflexe, justement, ça serait de vouloir peut-être faire autre chose tout de suite, d'aller sécuriser nos proches, parce que recevoir leur inquiétude en plus des nôtres, des fois, c'est impossible. Non, ça devient du multicouche d'épreuves. Oui. Tout de suite, je me dis, les autres ont raison. Parce que c'est pas encore assez solide, j'ai pas encore changé. Dans mon espace liminal, je suis allée faire une entrevue. Fait que tu poses des actions, mais qui sont comme déconnectées de toi. Fait que cette espèce de désorientation, là, on la voit bien. Hein? Ah oui. Il y a une partie de toi qui veut être à ton écoute, qui veut ralentir, qui veut te reconnecter à ton essence profonde, puis une autre partie qui dit non, faut que je continue comme avant, à être raisonnable, puis à être... Il y a cette dualité-là qui s'installe à l'intérieur de toi. Mais tu as vécu, tu l'as nommé un petit peu dans l'autre épisode. Je ne peux pas partir, mais je ne peux plus rester dans ce couple-là. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et quand vraiment la décision a été prise, ça a été vraiment là, un choc. C'était comme... Partir voulait dire que tout ce que j'avais investi en énergie, en temps, tout ce que j'avais construit, tout ça, je peux pas quitter. C'est comme... Je me voyais toute la vie, tu sais, dans ce couple-là, puis récolter enfin les fruits, tu sais, quand on vieillit de tout ce travail-là. Puis c'était comme ça. Ça voudrait dire que tout ça, ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que moi, j'ai pas réussi. Tu sais, moi qui est psychologue, j'ai pas réussi. Un couple alors que j'ai tant essayé. C'était pas possible non plus de rester, puis de sentir que ça allait être sain pour moi, pour l'autre, pour le couple. Fait que c'était juste, je veux m'éteindre. Je veux plus que ça... Tu sais, j'ai appelé mon médecin, je lui ai dit, écoute, là, je dors pas, j'ai besoin d'aide. J'ai eu des rencontres avec une psychologue aussi. Et là, c'est ça, je me suis vraiment, vraiment effondrée. J'avais des moments de rage, d'impuissance, de colère, de dire... Pourquoi? Ben parce que je veux pas que ça existe. Puis là, je me disais, oh, mais je dois apprivoiser cette impuissance-là aussi. Puis il y a eu beaucoup de négociations. Je me suis dit, OK, je ne peux pas prendre une décision permanente. C'était pas accessible, disponible pour moi de prendre une décision de séparation permanente. Fait que c'était, on va se séparer, on se donne 1 an, puis peut-être qu'on va revenir ensemble. C'était la seule façon pour moi d'avancer vers je vais partir, mais je ne peux pas partir pour toujours parce que ça, c'était trop gros.
C'était intolérable. Donc ça, c'est de la négociation. Je peux pas faire ça, c'est trop gros, mais je peux faire ça. Mais ça fait partie de la désorientation. C'est encore un peu le choc de je remplis les papiers, je me mets en action. Oui, c'est ça. Donc là, il faut que je cherche un appartement. Puis je me souviens, ce matin-là, je me suis réveillée, puis parce que je suis quelqu'un qui a la foi, je prie. Puis j'ai prié, puis je me suis dit, si ça se passe pas aujourd'hui, demain, je serai pas capable. De partir? De partir. Donc, il faut que ça se passe aujourd'hui parce que demain, j'aurai peut-être pas la force. Et heureusement, ça s'est passé la journée même. J'avais plein de gratitude parce que le premier appartement que je visite, il a tous les critères que je souhaite. Le soir même, c'est réglé. Et là, je me mets en action. Je me mets à meubler, à trouver de l'adéquat. Et là, je tombe dans une espèce d'euphorie de... C'est comme la première fois que je vais être autonome. Et là, la jeune fille qui n'a pas pu vivre cette tâche développementale qu'on appelle de la séparation, individuation, puis de l'autonomie, puis de l'épanouissement. Et là, je tombe vraiment dans une espèce de soulagement aussi de certaines choses, d'euphorie, mais qui coexiste avec un deuil, mais profond. Tu nous as parlé aussi de la réaction de tes proches quand tu as eu le diagnostic de cancer, mais à la nouvelle de la séparation après 33 ans. Oui. Ça a été très difficile. Ça a été une autre un choc épreuve parce que certains membres de ma famille, pour eux, c'est mal, la séparation. C'est inadmissible aussi. Puis, mais j'imagine que tu viens d'un milieu croyant, un milieu... Oui. Fait que pour eux, ça se fait pas. C'est pas le bon chemin. Et même par amour, ils deviennent inquiets, mais par amour, ils vont pouvoir... Ils veulent pas que ça soit vrai, ils veulent pas qu'on prenne ce chemin-là, ils le comprennent pas, ils le désapprouvent. Et on peut recevoir beaucoup de jugements, on peut recevoir beaucoup du rejet, du silence, un silence qui est vraiment dévastateur quand on a besoin de soutien de nos proches. Au départ, c'est juste, mais voyons, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'au moment où je suis le plus vulnérable dans ma vie, c'est ça que je reçois comme réponse. Et tout ce qu'on nous a inculqué comme valeur d'amour, de grâce, de pardon, tout à coup, ça devient incohérent, ça devient plus incarné dans les actions. Et c'est pas parce que les personnes n'y croient pas, c'est parce qu'ils pensent qu'on va être malheureux dans ce chemin-là. Notre changement ça va faire un effet de papillon. Tu sais, on a l'impression que c'est juste nous qui allons vivre. Non. Ça va influencer bien d'autres personnes parce que eux, s'ils sont inquiets pour nous et qu'ils restent proches de nous, il faut qu'ils tolèrent cette inquiétude-là. Oui. Tout le temps qu'on va être dans la désorientation. Et plusieurs la refusent, donc ils vont s'éloigner. Oui. Ils vont s'éloigner, on va avoir l'impression que, à un moment donné, on ne parle pas le même discours que certaines personnes. Parce que ça les menace dans leur certitude, leur construction. Donc oui, l'effet papillon est important. Puis l'effet papillon, c'est pas juste je fais un effet papillon puis ça va avoir des impacts sur mon entourage. Ben c'est ça. Mais sachez que si vous faites un changement profond, que ce soit relationnel, professionnel ou autre, ça va teinter toutes les autres sphères de votre propre vie. L'effet papillon, il est à l'intérieur de soi aussi. Il va aller toucher toutes nos sphères parce on se construit d'une façon, c'est ça qui nous fait choisir un type de relation, un type de mode de vie, Mais là, si on vient changer ça, bien, ça se peut que ça nous coûte des relations. Ça a un enjeu sur le travail. Je ne travaille plus de la même façon. Là, finalement, ma relation avec ma famille est différente aussi. Je n'agis pas de la même... Écoute, ça se propage partout. Oui, je me souviens d'un moment où je me suis dit d'arrêter d'être autant dans l'autre, parce qu'on est deux intervenantes. Fait qu'il y a quelque chose qui se ressemble dans nos constructions, même si on est très différentes. Puis je me suis dit, je vais perdre des gens. Je vais perdre des gens parce que quand on s'est construit d'une certaine façon, ben nos dynamiques fonctionnent aussi avec cette façon-là. Et je me disais, je sais que je vais perdre certaines amitiés ou certaines relations, ou en tout cas la proximité avec certaines personnes, si je commence à me faire plus de place. Parce que je sais que les gens ne sont pas tous capables de mutualité, de réciprocité, d'altérité. Et le fait de prendre plus de place, ben ça va me coûter... C'est menaçant quand ça arrive parce que ça nous confirme notre construction. Fait qu'on a envie de dire, ben non, j'avais raison, ça fonctionnait mieux avant. Ben, ça fonctionnait mieux avant, mais c'était pas sain. Ah oui.
Fait que de choisir d'être plus sain, de grandir, déjà de savoir que cette désorientation-là qui est si inconfortable est passagère, puis qu'elle mène à autre chose, c'est plus facile à tolérer. Ben oui. Et de comprendre que les gens, en ce moment, c'est pas parce qu'ils m'aiment pas, c'est parce qu'ils sont trop menacés eux-mêmes. Mm-hmm. Fait que je vais devoir traverser ça Seule. seule. Ou aller chercher de l'aide. Ou avec les gens qui sont capables de le faire. Et c'est tellement précieux quand on découvre des gens qui sont capables d'être vulnérables autour de nous, qui sont capables de nous partager combien ça les menace, notre changement, mais combien ils sont encore là pour nous. Et là, ça, c'est bouleversant, cette capacité-là, parce que là, ça vient commencer à contredire notre construction que, il y a des gens, même quand je me fais de la place, qui sont capables de s'ajuster, qui sont capables de rester, qui sont capables d'être aimants. J'ai pas besoin d'être toujours la plus mature ou la plus altruiste dans le lien. Des fois, c'est mon tour. Et là c'est aussi ça, des orientations, mais positives, en acceptant de souffrir eux aussi, parce qu'eux aussi, ils trouvent ça épeurant, là, ce qui se présente à nous. Puis eux aussi ne savent pas, mais ils choisissent d'être avec nous dans cette incertitude-là et de vivre ce que c'est vraiment la foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est d'avancer dans le brouillard, en sachant pas ce qu'il y a, en perdant tous nos repères, toutes nos certitudes, notre sécurité, mais on a confiance. Cette épreuve-là n'aura pas le dernier mot sur nous. Et je vais grandir et je ne serai au bout de ce passage-là, je ne sais pas comment, mais je ne serai pas la même personne. Mais c'est ça, puis ça m'a fait penser à une superviseure de stage qui m'avait dit à un moment donné, on parlait de l'anxiété, on parlait des peurs. L'anxiété, c'est des peurs. Et moi, dans ma vie, dans ma famille aussi, c'est très présent dans mon entourage. Le besoin de sécurité est très fort, d'être raisonnable. Et l'inconnu, c'est pas nécessairement une bonne chose. Et les peurs sont très présentes. Moi, depuis que je suis petite, que j'ai peur de plein d'affaires. Et elle m'avait dit, dans la vie, là, Caro, quand tu es devant quelque chose que tu ne sais pas, tu as deux choix. C'est réducteur, là, on s'entend, là, mais elle disait, tu as le choix d'avoir peur ou tu as le choix d'avoir la foi. Mm-hmm. Puis pour moi, ça m'avait frappé, cette phrase-là. Oui. Ça a été quelque chose que je me suis rappelée à différents moments, puis notamment quand ça a été le temps de choisir de rester dans la désorientation, puis de rester là. Je me suis dit, j'ai le choix d'avoir peur, comme je l'ai fait dans le passé, que tout mon rationnel revienne, ou je décide d'avoir la foi. Oui. Et là, tu sais, puis je me sentais un peu débile là, de choisir la foi, bien honnêtement. Là, une partie de moi qui disait, toutes mes peurs, la petite voix là, qui a peur est comme, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Parce que moi, je ne suis pas un être spirituel, ou je ne l'étais pas. Mais la seule façon de soutenir ça, ça a été la confiance. On veut, en tout cas, on fait ce balado-là parce qu'on veut vous inviter à souffrir. Puis là, c'est là. Il faut accepter la désorientation, il faut accepter les questionnements, les pertes de repères, l'inconnu. C'est difficile. On le sait, on l'a vécu. Alors, et si vous vivez des moments de désorientation qui sont proches de l'effondrement, dont on ne veut pas que ça existe, qu'il y a des idées noires, qu'il y a des pensées suicidaires, allez chercher de l'aide. Oui, parce que dans ce podcast-là, on anime le podcast. On n'est pas là comme intervenante. Donc, on aime vous lire, on aime avoir vos réactions, mais si vous avez des besoins d'aide, on veut vous diriger vers les ressources appropriées, comme par exemple le 8112 qui est l'info sociale. Il y a toujours Suicide Action Montréal si vous avez des idées suicidaires, mais n'hésitez pas c'est important. Faites comme nous, allez chercher de l'aide. Pour avoir la chance de se rendre à la prochaine étape qui est encore pire. On se déconstruit. Écoutez! On meurt à notre ego, on meurt à soi-même. À notre Écoute, pouvoir. c'est beau. Mais il y a la résurrection. Abonnez-vous, écrivez-nous, donnez-nous des thumbs up, des étoiles, des cœurs. Partagez! Merci à la prochaine. De nous écouter. À la semaine prochaine. On a hâte de vous retrouver.